Un lien existe-t-il entre Le Silence des agneaux, Psychose et Massacre à la tronçonneuse? Au-delà du fait qu'il s'agit de films de suspense et d'horreur, ils ont tous un méchant mémorable. Et pour tous ces méchants, il y a eu une inspiration commune. Dans les années 50, un individu a stupéfié la population par ses actes terribles. Des actes qui clairement resteraient gravés à jamais dans l'inconscient collectif. Mais ne nous précipitons pas. Abîme. Une fillette est brisée, de grandes doses d'isolement, et une mère autoritaire obsédée par l'enfer. Ces ingrédients ont formé le terreau d'où elle a émergé. Un esprit qui, encore aujourd'hui, continue d'être étudié pour sa perversité et son lien complexe et troublant avec la mort. Quel a été le parcours de cet esprit avant de sombrer dans les ténèbres? Pourquoi quelqu'un ayant tué seulement 2 femmes est-il devenu si emblématique? Saviez-vous qu'après sa mort, un grand commerce s'est développé autour de lui? Quelle fut sa condamnation? Et surtout, pourquoi cela nous fascine-t-il toujours autant? Pour répondre à ces questions et à d'autres, il est nécessaire de plonger dans l'obscur dossier d'Ed Gein, le monstre du Wisconsin. Si ce sujet vous intéresse et que vous voulez qu'on évoque d'autres hommes et femmes ayant commis de vrais actes atroces, et c'est pourquoi ils sont entrés dans l'histoire du true crime, dans l'histoire du crime, écrivez monstres en commentaire. Si plus de 500 personnes le font, nous en choisirons un autre que vous pourrez suggérer. Je tiens à vous remercier de regarder les vidéos de cette chaîne. Une fois par semaine, nous proposons des émissions spéciales d'1 heure, des documentaires complets. Si elles ne vous sont pas apparues, si YouTube ne vous les a pas recommandées, vérifiez la chaîne. Allez dans la partie qui s'appelle « Vidéos » dans l'onglet « Vidéos », regardez, parce qu'il y a plein de choses qui vont sûrement vous intéresser. Les membres de la chaîne bénéficient d'un accès anticipé aux vidéos, généralement 24 à 48 heures avant leur sortie. La vidéo membre uniquement s'affichera et vous pourrez la voir. Pour y accéder, cliquez sur le bouton « Rejoindre » en dessous. Commençons. Le Wisconsin au début du XXe siècle offrait un paysage inhospitalier, de vastes terres en friche et des hivers rigoureux effaçant toute trace de vie. Et de petits villages où tout le monde se connaissait et où la moindre différence devenait un sujet de commentaires. C'est dans ce contexte qu'est né en 1906 Édouard Théodore Gein, le 2e enfant du couple formé par Georges et Augusta. Son frère aîné, Henri, né en 1900, finirait par être le premier, même sans le savoir. Il fut victime d'une bête qui terroriserait bientôt cette région, mais cela prendrait encore plusieurs décennies. Les premières pleurs d'Ed ont eu lieu à Cross County, avant que la famille ne déménage dans le village reculé et minuscule de Plainfield. Plainfield était une communauté rurale peu peuplée, où les coutumes conservatrices et religieuses rythmaient la vie quotidienne. Pour les habitants, tous les membres du clan Gein ont immédiatement été considérés comme des étrangers. En partie à cause de l'attitude d'Augusta, en partie à cause du secret qui entourait leur vie domestique. La ferme qu'ils avaient achetée assurait à la famille un isolement populaire. En fait, on suppose que la matriarche avait choisi cette parcelle de terre précisément pour cette caractéristique particulière. Pour Augusta, cette ferme n'était pas seulement un lieu de résidence, mais un théâtre où elle imposait ses croyances et façonnait ses enfants selon sa vision du bien et du mal. Tout simplement, la femme voulait garder Henri et Édouard loin de ce qu'elle considérait comme corrompu. Et qu'est-ce qui était corrompu? Eh bien, pour Augusta, toutes les femmes étaient pécheresses par nature, sauf elle-même. Elle disait à Ed que le sexe était la source du mal et que les femmes étaient impures et destructrices. Pour elle, tout était sans nuance, ce qui se reflétait dans l'éducation stricte de ses enfants. Georges, le père, était alcoolique et avait peu de compétences sociales ou professionnelles. Selon certains documents de l'époque, on savait que la tragédie coulait dans son sang. À l'âge de 3 ans, il était devenu orphelin après qu'une crue du fleuve Mississippi ait emporté ses parents et ses frères et sœurs. À partir de ce moment-là, sa vie avait été chaotique et errante. Il n'avait reçu aucune éducation et sa capacité à accéder à des emplois décents était plus que limitée. Georges échouait à chaque emploi, devenant ainsi la cible de la colère d'Augusta, qui continuait à trouver dans la Bible et dans son interprétation stricte la seule ligne de conduite possible. Le couple se disputait violemment et n'hésitait pas à porter ses conflits sur le plan physique. À plus d'une occasion, ils en étaient devenus aux mains, ce qui a conduit à une situation évidente de violence qui n'a pas tardé à marquer l'esprit des enfants.
Cependant, et selon les propres mots d'Ed, ce ne sont pas les coups échangés à l'heure du dîner qui allaient le marquer à vie, mais plutôt le fait qu'une fois, il était sorti de sa chambre et s'était rendu dans une pièce où il n'avait pas le droit d'entrer. Là, il avait vu ses parents dans une situation inhabituelle. Cette image allait rester gravée en lui pour le reste de sa vie. Augusta et George tuaient un cochon. Voir le sang éclabousser les murs et entendre les cris désespérés de l'animal l'avait excité. Il n'en était pas totalement conscient à ce moment-là, mais la mort venait de le séduire. Les larmes, merci. George est décédé en 1940 après de longues années de déclin, laissant ses enfants sous la seule autorité de leur mère. En réalité, personne ne l'a regretté. La femme le méprisait, le rabaissait et lui enlevait toute autorité devant des enfants sans affection ni respect pour lui. Alors que les autres enfants jouaient dans le village, les Gaines restaient à l'écart. Augusta interdisait à ses enfants d'avoir des amis et sermonnait Eddie s'il essayait de s'en faire, sur les dangers du péché et sur la façon dont, à chaque action, il s'éloignait de l'immortalité. Le garçon a ainsi développé une personnalité timide et réservée. Il était extrêmement attaché à sa mère et n'envisageait pas la possibilité de la contredire ou de se rebeller contre ses ordres. Ses camarades de classe le décrivaient comme un enfant étrange, silencieux, ayant des difficultés sociales et souvent la cible de moqueries. De plus, Ed avait un tic qui se manifestait par un sourire, ce qui le faisait paraître déplacé. Son regard fuyait souvent et il évitait les adultes comme les gens de son âge. Bien qu'il fût intelligent, à l'école il ne dépassait pas le niveau d'un élève moyen. On le voyait toujours aux récréations, mains dans les poches, perdu dans son imagination. Du moins, jusqu'à ce qu'il découvre les vertus de la petite bibliothèque de l'établissement. Sa passion grandissante pour la lecture l'a poussé à lire sur l'anatomie, les crimes et les récits pulp. Grâce à ces pages, il pouvait entrevoir un territoire qui lui était interdit, un territoire dominé par ce qu'on lui avait appris à considérer comme profane. Le sexe, les femmes, les meurtres. Ce que Ed lisait en cachette servait de contrepoint à son côté dévot, obéissant et pur. Le même enfant qui s'agenouillait devant sa mère pour prier et se punir lui-même d'avoir trop regardé une camarade. Ensuite, il se cachait sous les draps et à la lueur d'une bougie, il s'aventurait dans des récits remplis de sauvagerie. Pendant qu'Augusta lisait à ses enfants des passages bibliques sur la punition et la damnation éternelle. Certains auteurs de l'époque peuplèrent les rêves d'Ed de femmes fatales. Finalement, alors que la mère prônait l'innocence chez Ed, s'accumulaient des fantasmes refoulés, des désirs non résolus et une incapacité consciente à différencier des émotions complexes. Avec le temps, ce qui pour n'importe quel autre enfant n'aurait été qu'une enfance difficile, chez Ed s'est transformé en quelque chose de plus profond. Un vide social, émotionnel et affectif dont il n'est jamais sorti. De cette manière, le village, avec son calme trompeur, est devenu le berceau de celui qui serait plus tard connu comme le boucher de Plainfield. Quelques années ont passé et le contraste entre Henry et Ed est devenu évident. Henry a commencé à remettre en question l'influence de sa mère, montrant un certain rejet envers son fanatisme religieux et son contrôle absolu. Il en est même venu à exprimer à des proches son inquiétude concernant la dépendance qu'Ed avait envers Augusta. Ed, en revanche, et comme nous l'avons vu, absorbait sans résistance chaque parole de la femme. Pour lui, Augusta était plus qu'un guide spirituel. Elle représentait la vérité, donc il ne l'a jamais remise en question. Quand elle lui a dit qu'après l'école, il devait se consacrer à la ferme, il a accepté, heureux que sa mère décide pour lui. On dit même qu'Ed pleurait quand Augusta le réprimandait, non pas par peur d'une punition physique, mais par crainte de perdre son approbation. Même sans cela, cette vénération est devenue le centre de sa vie émotionnelle. Le jeune homme défendait sa mère avec véhémence, provoquant des disputes de plus en plus violentes. Avec Henry qui, voulant l'aider, lui suggérait que ce qu'il vivait n'était pas normal. Ces affrontements sont devenus habituels entre les frères. Jour après jour, ils avèrent des échanges intenses dans lesquels l'aîné des Gains cherchait une faille dans les croyances solennelles d'Ed. Il gardait l'espoir de pouvoir le sortir de cet état d'abandon aveugle, mais c'était en vain. Qu'il parle avec des arguments, affection ou colère, Ed le regardait toujours en secouant la tête. Il ne pouvait pas croire que quelqu'un ait l'intention de ternir la noble réputation de cette femme qui pour lui était presque un ange. Dans ces conditions, l'inimitié entre les jeunes devint insupportable jusqu'en 1945.
Ce printemps-là, les deux frères brûlaient ensemble un champ près de la ferme, une tâche courante dans ces régions. Selon le rapport officiel, Édouard perdit Henri de vue pendant l'incendie et décida de demander de l'aide. Lorsque les secouristes sont arrivés, il les a conduits directement vers un monticule où se trouvait le corps de son frère. Cela les a tous surpris, car au début, Édouard s'était montré inquiet quant au sort de Henri, mais ensuite, il leur a indiqué exactement où il était allongé, comme s'il l'avait toujours su. L'aîné des Gaines était mort et présentait des signes d'asphyxie. Les détails ont éveillé des soupçons. Le corps ne présentait pas de brûlure significative et selon certains rapports, il avait des ecchymoses sur la tête. Malgré cela, la police locale, peu habituée aux enquêtes complexes, a déclaré la mort accidentelle et l'affaire a été classée. Il n'a jamais été prouvé qu'Ed ait eu quelque chose à voir avec la mort de son frère, mais le doute est resté, planant comme une ombre qui ne s'est jamais dissipée. Cependant, la perte la plus dévastatrice surviendrait peu de temps après. Cette même année, Augusta a subi une série d'accidents vasculaires cérébraux qui l'ont laissé affaibli et l'ont finalement conduite à la mort, en décembre 1945. Pour Ed, ce fut un coup dont il ne se remit jamais. La seule personne qu'il avait aimée et crainte allait disparaître. Son absence faisait s'effondrer son unique repère. Les témoignages ultérieurs concordent. La mort d'Augusta fut la rupture définitive. Ed avait 39 ans et, contrairement à la plupart des hommes de son âge, il n'avait ni épouse, ni amis proches, ni cercle social. Il était toujours resté un enfant proche de sa mère. Lorsque Augusta quitta ce monde, Ed se retrouva seul propriétaire d'une immense étendue de terre. Pris au piège dans un espace rempli de souvenirs, avec des pièces entières qu'il décida de fermer pour les garder intactes. Comme un sanctuaire dédié à sa mère, un sanctuaire littéral dont nous parlerons bientôt. Mais ce serait aussi mentir de dire qu'Édouard était complètement seul. La haine l'accompagnait. Il s'est même convaincu que les problèmes que sa mère avait eus ces dernières années étaient dus à des disputes qu'elle avait eues avec une voisine. Les femmes, comme on le lui avait appris, n'existaient que pour causer du tort et provoquer les pires calamités. C'est dans ce vide total, sans figure ni liens extérieurs, lorsqu'Ed commença à s'immerger dans un univers privé d'hallucinations troublantes, ses lectures s'assombrirent également. Son appétit pour les crimes réels s'accrut. Il développa une prédilection pour les récits de cannibalisme, de nécrophilie et accumula toujours plus de manuels médicaux sur l'anatomie féminine. Peu à peu, le deuil de la perte d'Augusta se transforma en quelque chose d'autre, en une quête maladive de recréer sa présence à travers d'autres corps. La ferme de Plainfield ne serait plus un endroit isolé du monde, mais l'épicentre d'un cauchemar qui était sur le point d'être découvert. Ed a passé 12 ans à cacher son vrai visage. En surface, Ed Gein était un voisin excentrique, presque pittoresque, dans le petit village de Plainfield, où tout le monde se connaissait. Il occupait une place ambiguë. Il n'était pas totalement intégré à la communauté, mais il ne suscitait pas non plus un rejet ouvert. Pour beaucoup, il était simplement l'étrange, un homme solitaire qui, après la mort de sa mère, était devenu encore plus renfermé. Il gagnait sa vie avec des petits boulots, il faisait des réparations, tondait la pelouse, gardait des enfants, s'occupait des voisins et participait même à des travaux agricoles. Les habitants le décrivaient comme quelqu'un de travailleur, serviable et aimable, bien que bizarre. Sa collection de magazines et livres sanglants était vue comme un passe-temps inoffensif. Cependant, il y avait des détails qui laissaient entrevoir un côté plus inquiétant. Plusieurs nourrices et mères de famille se souvenaient qu'Ed avait l'habitude de les regarder fixement, comme perdus dans de sombres réflexions. Cela mettait certains mal à l'aise, qui préféraient éviter de le croiser, sans parler des têtes de mort que l'homme avait commencé à mettre en décoration sur la porte de sa ferme. Selon lui, elles lui avaient été offertes par quelqu'un qui les avait rapportées après avoir combattu pendant la Seconde Guerre mondiale. Au-delà de cela et de quelques chuchotements qui circulaient à la tombée de la nuit, personne n'aurait pu imaginer ce qu'on finirait par découvrir. Ce n'est qu'en 1957 que les choses ont commencé à prendre une tournure effrayante. Le 16 novembre de cette année-là s'est levé comme un jour normal dans le Wisconsin. C'était un samedi et beaucoup se préparaient pour la saison de chasse aux cerfs. Parmi eux se trouvait Bernice Gurdon, propriétaire de la quincaillerie locale, une femme respectée dans la communauté. Son fils, Frank Gurdon, était adjoint du shérif du comté. Ce matin-là, Bernice tenait le magasin seul.
Parmi les clients qui sont entrés dans le magasin se trouvait Ed Gain, qui avait passé l'après-midi précédente à discuter avec elle. Le voir là n'était pas surprenant. Il achetait souvent des outils, clous ou solvants. Quelques heures plus tard, Frank est revenu à la quincaillerie et a trouvé le magasin vide. Sa mère n'était pas là. Il y avait des traces de sang sur le sol et une facture enregistrant la vente d'antigel au nom de Ed. Pour Frank, ce n'était pas une simple disparition. Les preuves pointaient directement vers le voisin excentrique de la ferme isolée. Comme il est logique, toutes les alarmes se sont déclenchées. La police locale, accompagnée par Frank lui-même, s'est rendue cette même nuit sur le terrain que beaucoup considéraient comme maudit. Ce qu'ils ont trouvé a dépassé toutes les attentes et a apporté d'innombrables nuits d'insomnie aux malheureux témoins occasionnels. La scène était la manifestation vivante du syndrome de Diogène, un trouble du comportement qui touche généralement les personnes âgées, bien que pas exclusivement. Par une ironie historique, on l'appelait ainsi Diogène de Sinope, philosophe grec prônant l'austérité et vivant avec le strict minimum, rejetait les biens matériels. En revanche, ceux qui souffrent de ce syndrome font le contraire. Ils accumulent, gardent, entassent sans mesure, jusqu'à être ensevelis sous leurs propres objets. Mais il ne s'agit pas seulement d'accumulation. Le syndrome entraîne avec lui quelque chose de plus profond et de plus douloureux. Isolement social, négligence extrême de l'hygiène personnelle et de l'environnement et une déconnexion croissante avec les règles de vie en société. La personne cesse de recevoir des visites, coupe les liens avec les voisins ou la famille et s'enferme dans une sorte de forteresse faite de déchets. Cette accumulation n'est ni du collectionnisme ni du désordre, mais un mur contre le monde, une défense inconsciente face à la solitude, la peur ou la détérioration cognitive. Entrer dans une maison touchée par le syndrome de Diogène provoque un choc immédiat. Des odeurs fortes, des couloirs devenus tunnels de sacs, des meubles cachés sous papier, emballages et vieux vêtements. Très souvent, les objets conservés n'ont aucune logique. Des journaux vieux de 20 ans, des bouteilles vides, des appareils électroménagers qui ne fonctionnent plus, ce qui est pour les autres des déchets. Pour cette personne, cela représente la sécurité, le contrôle ou simplement l'impossibilité de se détacher de quelque chose dans un monde qui lui échappe déjà des mains. Le syndrome de Diogène est au fond un paradoxe vivant. Tentative désespérée de s'attacher aux objets, trop de liens humains déjà perdus. Et ces maisons encombrées jusqu'au plafond finissent par être non seulement le reflet du trouble, mais aussi un miroir troublant de ce qui se passe lorsque quelqu'un s'éteint en silence, loin du regard des autres. C'est ce qui arrivait à Ed, sauf que parmi ces déchets, on trouvait des traces de quelque chose de plus troublant encore. Dans un cabanon suspendu par les chevilles et la tête en bas, se trouvait le corps de Bernice Gourdet. Elle avait été écorchée comme un animal de chasse, on lui avait retiré les organes et son torse était ouvert en deux. La brutalité de la découverte a paralysé les agents. Ils devaient appeler des renforts immédiatement, mais ils devaient aussi savoir s'il y avait une autre victime sur place, quelqu'un pour qui il n'était pas encore trop tard. Ils ont allumé leur lampe torche sans perdre de temps. En fouillant la propriété, l'horreur s'est multipliée. Chaque pièce montrait grotesquement ce qu'Ed avait secrètement construit durant des années. Parmi les objets retrouvés, il y avait des bols fabriqués à partir de crânes humains, des chaises et des abat-jours recouverts de peau, des masques faciaux confectionnés avec des visages écorchés, une boîte contenant des nez humains, une ceinture faite de mamelons, une collection de lèvres suspendues à une ficelle et une cape réalisée à partir de torses de femmes. La tête d'une autre jeune fille était conservée dans un sac en papier. Les agents, habitués aux crimes domestiques ou accidents ruraux, n'avaient jamais rien vu de tel. La ferme Gann était plus qu'une maison. C'était un musée de la mort, une construction personnelle faite de cadavres et de fétiches macabres. La découverte se répandit dans tout le pays en quelques jours. Les journaux nationaux parlaient du boucher de Plainfield, décrivant en détail les objets retrouvés qui semblaient impossibles à croire pour beaucoup. L'effroi se mêlait à la fascination morbide, et Ed Gain passa d'un voisin étrange à devenir le symbole du mal le plus inexplicable. Au centre de cette découverte se trouvait la question inévitable. Comment quelqu'un avait-il pu commettre de telles atrocités sans que personne ne s'en rende compte ?
La ferme, fermée après l'opération, resterait dans la mémoire collective comme un lieu qui condensait dans ses murs toute l'obscurité réprimée par un esprit ayant perdu le cap. Et c'est ainsi que notre histoire revient au début. Ed Gein fut arrêté cette même nuit. Il a été transféré au commissariat du comté de Waushara où a commencé l'une des étapes les plus étranges de l'enquête, les interrogatoires. Les agents s'attendaient à avoir affaire à un criminel froid, peut-être agressif, quelqu'un qui se montrerait défiant face aux preuves accablantes. Au lieu de cela, ils se sont retrouvés face à un homme à la voix douce, à l'attitude enfantine et à une étrange naïveté. Il répondait par de courtes phrases, des sourires nerveux et parfois une timidité déconcertante. Lorsqu'on lui a demandé à propos de Bernice Gordham, il a d'abord nié avoir été avec elle. Mais la facture retrouvée à la quincaillerie ne lui laissait aucune marge de manœuvre. Peu à peu, il a commencé à parler. Il agissait non comme un meurtrier, mais avec le calme de quelqu'un décrivant une routine. Il a admis avoir tué Bernice d'un coup de fusil calibre 22 puis l'avoir emmenée dans la remise. Là, il l'avait dépecé de la même manière qu'il avait vu les chasseurs le faire avec les cerfs. Il le racontait sans émotion, comme s'il décrivait une tâche ménagère. Les enquêteurs sont allés plus loin. Ils lui ont demandé des informations sur Mary Hogan, la propriétaire d'une taverne disparue en 1954. Ils avèrent découvert que la tête trouvée dans un sac était la sienne. Pendant des années, la disparition de Mary avait été un mystère. À Plainfield, Ed, sans broncher, a reconnu l'avoir tuée. Son histoire, Mary arriva à Plainfield au milieu des années 50. À cette époque-là, sa vie portait déjà des cicatrices. 2 mariages ratés à Dallas et le besoin de recommencer dans un endroit où personne ne la connaissait. Elle avait trouvé du travail dans l'une des rares tavernes du village, un endroit qui se remplissait chaque soir d'ouvriers épuisés et d'habitués. Là-bas, Mary montrait une personnalité inattendue. Son caractère était rude, son langage direct, et elle n'avait pas peur de s'opposer à ceux qui élevaient trop la voix ou tentèrent d'aller trop loin. Dans un environnement où le silence et la docilité étaient généralement la norme chez les femmes, Mary s'imposait comme un mur que personne ne semblait vouloir défier. Parmi les regards qui la suivaient depuis un coin, il y avait celui d'Edward. L'homme avait l'habitude de s'approcher de la cantine avec son air réservé habituel, observant plus qu'il ne participait. Quelque chose chez Mary le captivait, sans qu'il sache vraiment ce que cette silhouette éveillait en lui. C'était peut-être cette façon qu'elle avait de se tenir devant les autres, avec rudesse et sans peur. Si éloignée de l'idéal féminin de l'époque, ou peut-être comme l'ont suggéré certains chercheurs, son tempérament fort évoquait d'une certaine manière le souvenir de sa mère, Augusta. Quelle qu'en soit la raison, il est certain qu'Ed a commencé à revenir fréquemment, échangeant quelques mots avec elle, construisant lentement un lien particulier. Mary, avec son ton brusque et ses phrases chargées d'insultes, contrastait avec la nature silencieuse d'Ed. Dans cette contradiction, il a gagné sa confiance. C'est pourquoi, lorsque le soir du 8 décembre 1954 est arrivé, Mary n'a pas hésité à le servir, même si le bar était déjà fermé. Ed avait demandé un café en dehors des heures d'ouverture, et elle, peut-être sans y accorder trop d'importance, a accepté. Ce que Mary ne pouvait pas prévoir, c'est que ce geste serait le dernier de sa vie. Ed avait sorti un revolver pour ensuite tirer. Ensuite, maladroitement et avec effort, il avait traîné le corps jusqu'à son véhicule, puis jusqu'à la ferme. À Plainfield, la disparition de Mary Hogan est devenue une énigme. On savait qu'il s'était passé quelque chose d'étrange à la cantine, mais il n'y a jamais eu d'enquête sérieuse. L'explication s'est noyée dans les rumeurs. Certains parlaient d'un règlement de compte, d'autres murmuraient que la mafia pouvait être derrière tout ça. Ce qui est certain, c'est que Mary avait disparu du jour au lendemain. Quelques mois plus tard, plus personne ne parlait d'elle, jusqu'à ce qu'Edward, toujours souriant, évoque à nouveau son assassinat. Mais ce qui a le plus choqué la police, ce ne sont pas les aveux, mais l'explication concernant les objets retrouvés dans son domicile. Edward a reconnu avoir exhumé pendant des années des cadavres de femmes lui rappelant sa mère. De leur corps, il extrayait la peau, les os et les organes pour fabriquer ces macabres objets artisanaux. Selon ce qu'expliquerait l'homme, la mort d'Augusta avait laissé un vide impossible à combler. Ed, incapable de se lier à d'autres femmes et tourmenté par la répression inculquée par sa mère, commença à chercher un moyen de la ramener. Ce besoin maladif le conduisit dans les cimetières de Plainfield et des environs.
Ed a avoué lire attentivement les avis de décès dans les journaux locaux. Il cherchait les noms de femmes récemment décédées, d'âge moyen, dont l'apparence ou la constitution physique lui rappelèrent sa mère. Lorsqu'il trouvait quelqu'un qui correspondait à son idéal, il attendait la tombée de la nuit, prenait ses outils et se rendait au cimetière. Entre 1947 et 1952, il a effectué de nombreuses incursions nocturnes. Il exhumait des cercueils, extrayait les corps et les transportait à sa ferme. Il disait parfois replacer le cadavre dans la tombe après avoir satisfait sa curiosité ou emporter certaines parties du corps. Il agissait froidement, sans précaution, sûr que personne ne le soupçonnerait. Chez lui, la limite entre artisanat et rituel nécrophile disparaissait. Ce n'était pas juste collectionner des restes. Ed essayait de recréer la présence féminine dans sa vie, en confectionnant un costume de femme avec de la peau humaine qui, selon ses déclarations, lui permettrait de se transformer en sa mère. Les autorités ont découvert par la suite qu'il avait fait des expériences de taxidermie sur les corps, en appliquant des techniques qu'il avait apprises dans des manuels et des magazines. Dans certains cas, les cadavres étaient écorchés avec précision, comme si la peau était un matériau réutilisable. Bien que la nécrophobie en tant que telle n'ait jamais été absolument prouvée et qu'Ed l'ait nié dans ses aveux, l'obsession pour les corps et le contact intime avec eux laisse planer le doute sur le caractère sexuel de ses actes. Pour le village, les disparitions dans les cimetières étaient vues comme du vandalisme ou des pillages, sans explication claire. Personne ne soupçonnait que ce voisin, marchant lentement et discrètement dans le centre, en faisait l'œuvre. La ferme Gain était un laboratoire de l'horreur, hanté par des souvenirs et des objets humains. Et l'obsession d'un homme qui ne distinguait plus entre la dévotion à sa mère et le besoin de posséder physiquement ce que la mort lui avait arraché. Chaque nuit où il revenait du cimetière, Ed faisait un pas de plus vers la folie. Les interrogatoires ont également révélé un autre trait frappant, l'absence de malice consciente. Ed ne semblait pas prendre plaisir à la souffrance des autres, ni avoir cherché le pouvoir ou le contrôle. Il n'exprimait ni remords, ni colère, ni fierté, se bornant à relater les faits comme s'il ne saisissait pas la portée de ses actes. Les professionnels l'ont décrit comme différent du stéréotype du tueur en série compulsif. Il s'agissait d'un homme qui, incapable de gérer la perte et l'isolement, avait cherché des réponses dans les parties les plus sombres de lui-même. Le résultat, une combinaison mortelle où la raison avait été anéantie. Après son arrestation et ses aveux, Ed Gain a attiré l'attention nationale. Ses crimes étaient racontés dans les moindres détails, alimentant à la fois l'horreur et le morbide. La petite ville, autrefois anonyme, est devenue un cauchemar. Juridiquement, la situation était complexe. Ed avait avoué 2 meurtres. Cependant, les psychiatres qui l'ont examiné étaient d'accord pour dire qu'il souffrait de graves troubles mentaux, schizophrénie et psychose. Ed ne distinguait pas clairement la réalité de ses fantasmes. En 1958, il a été déclaré inapte à être jugé et envoyé au Central State Hospital for the Criminally Insane, à Waupun, dans le Wisconsin. Là-bas, il est resté sous stricte surveillance, dans un environnement où il ne représentait plus de danger, mais où sa figure devenait de plus en plus une légende macabre. Le procès pour le meurtre de Bernice Worden a finalement eu lieu des années plus tard, en 1968, lorsqu'un tribunal l'a déclaré coupable, mais légalement fou. La sentence l'a envoyé à vie à l'Institut de santé mentale de Mendota, un autre hôpital psychiatrique de haute sécurité. Pendant ces années à l'hôpital, Ed s'est comporté comme un patient docile, calme et coopératif. Les médecins et les infirmiers le décrivaient comme un homme aimable qui passait son temps à lire, à travailler dans l'atelier de l'hôpital et à avoir des conversations superficielles. Sous de nombreux aspects, il semblait être un vieil homme timide et inoffensif, bien loin de l'image du monstre que la presse avait construite. Cependant, ces conversations révélaient un esprit captif de ses obsessions. Sa fixation sur Augusta, sa mère, demeurait intacte. Pendant ce temps, à Plainfield, la ferme Gain est devenue un lieu de pèlerinage pour les curieux. Certains voulaient la conserver comme une attraction macabre. En 1958, avant sa mise aux enchères, la maison a brûlé dans un incendie suspect. Le responsable n'a jamais été identifié. Ed Gain est resté interné jusqu'à sa mort, souffrant d'un cancer et de troubles respiratoires ces dernières années.
Le 26 juillet 1984, il est décédé à l'âge de 77 ans. Il a été enterré au cimetière de Plainfield dans la même parcelle où reposaient ses parents et son frère. Sa tombe a été progressivement vandalisée et volée. Les visiteurs arrachèrent des morceaux de la pierre tombale comme souvenir macabre. On rapporte qu'en 2000, la pierre tombale a été dérobée par des voleurs qui l'ont vendue comme pièce de collection. En mai 2001, la police l'a récupérée lors d'une opération secrète à Seattle, dans l'État de Washington. Elle a été renvoyée au Wisconsin et stockée au département du shérif du comté de Guayara. La pierre tombale est aujourd'hui exposée au musée du comté de Guayara à Wautoma, Wisconsin. Après le vol et la récupération de la pierre tombale, la tombe d'Ed Gein est restée sans marque. Son emplacement exact est connu, mais il n'est pas indiqué publiquement. Elle se trouve dans le même cimetière de Plainfield, entre les tombes de ses parents. L'absence de pierre tombale officielle a alimenté des spéculations sur l'installation éventuelle d'une nouvelle. Cependant, à ce jour, la sépulture reste sans identification. Ainsi s'est achevée la vie d'Ed Gein, un homme qui a passé près de 4 décennies derrière les murs d'un hôpital psychiatrique. Cependant, son mythe est devenu une source inépuisable pour la culture de la terreur. L'histoire d'Ed Gein a continué après sa mort en 1984. Bien avant cela, sa figure avait déjà échappé au dossier de police et au domaine clinique pour devenir un archétype de l'horreur moderne. La découverte dans sa ferme était si troublante qu'elle semblait sortie d'une œuvre de fiction tordue. Il n'est pas surprenant que des écrivains et cinéastes l'aient rapidement utilisé comme matériau créatif. Le premier impact culturel majeur vient de Robert Bloch, auteur du roman Psychose en 1959. Robert Bloch, bien qu'habitant près de Plainfield et inspiré par l'affaire, a préféré changer le décor et inventer un nouveau personnage. Norman Bates, comme Ed Norman, était un homme renfermé, timide, maladivement attaché à la figure de sa mère, incapable d'établir des relations normales. Dans l'adaptation emblématique d'Alfred Hitchcock, Bates ne fabriquait pas d'objets avec de la peau humaine. Mais sa dépendance envers sa mère et le fait de la conserver sous forme de cadavre momifié renvoient directement à Gein. Dans les années 70, l'horreur cinématographique a trouvé une autre incarnation en Gein Leatherface, le méchant de Massacre à la tronçonneuse. Ici, le lien est plus évident. Le personnage porte un masque fait de peau humaine, manipule des cadavres et transforme des restes en mobilier. Même si le film inventait la tronçonneuse et le cannibalisme, l'horreur puisait son origine à Plainfield. Dans les années 90, une autre adaptation a replacé Gein au cœur de la terreur populaire. Buffalo Bill, l'antagoniste du Silence des agneaux. Le tueur fictif enlève et tue des femmes pour créer un costume avec leur peau, voulant ainsi se transformer. Au-delà du cinéma, le mythe d'Ed Gein s'est infiltré dans la culture populaire comme un symbole de ce qui se trouve à la frontière entre le monde rural, le refoulé et le monstrueux. Des chansons, bandes dessinées, séries et jeux vidéo y font référence. Des groupes de heavy metal comme Slayer ou Mudvayne l'évoquent dans leurs paroles, et des documentaires, livres et podcasts reviennent souvent sur sa figure. Ce qui est fascinant dans le mythe, c'est la façon dont Gein incarne un type particulier de terreur, le monstre domestique. Ce n'est pas un tueur sophistiqué, ni un génie du crime, ni un homme séduisant qui cache sa méchanceté. C'est un fermier solitaire, un voisin étrange, quelqu'un qui semblait inoffensif. Son horreur n'est pas née de la ville anonyme, mais d'un petit village où tout le monde se connaissait. C'est ce qui l'a rendu universellement troublant. N'importe qui pouvait projeter cette possibilité dans son propre environnement. Ed Gein est devenu malgré lui le père des monstres du cinéma moderne. Sa vie tragique, ses crimes grotesques et sa dévotion maternelle ont laissé une empreinte qui, aujourd'hui encore, façonne notre vision des méchants inattendus. Et ce n'est pas tout, en plus du vol de sa tombe, l'obsession d'obtenir des objets liés à lui est devenue un véritable phénomène. Le commerce de... Peu de gens auraient imaginé que la fascination pour Gein finirait par se matérialiser de manière bien plus concrète. Dans l'achat et l'exposition de ses objets personnels, dans la commercialisation de reliques de sa vie macabre et dans la consolidation d'un marché que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Mordérabilia. Un cas marquant fut celui du Ford Sedan 1949 utilisé pendant des années par Gein. En 1958, après son arrestation, le fourgon a été acquis lors d'une vente aux enchères par Bonnie Gibbons, un forain obsédé par le spectacle et la curiosité morbide.
Bonnie Gibbons ne s'est pas contenté de posséder le véhicule. Il l'a transformé en une attraction itinérante, appelée Ed Gein's Gold Car. Le fourgon, décoré de mannequins et de reconstitutions du crime, est devenu un spectacle exposé dans les foires du Wisconsin, attirant des milliers de visiteurs. La réaction du public a été immédiate et divisée. Tandis que certains venaient avec un mélange d'horreur et de fascination, d'autres critiquaient avec indignation la banalisation d'un crime réel. Finalement, l'exposition a été fermée dans plusieurs localités et la camionnette a disparu des registres publics. Son destin final est encore inconnu. On sait aussi qu'une signature d'Ed Gein a été mise aux enchères avec une valeur estimée entre 900 et 1800 $. Cela montre comment même un simple trait de sa main pouvait acquérir une valeur presque mythique parmi les collectionneurs. En 2000, un morceau de terre extrait de la tombe d'Ed Gein s'est vendu sur eBay pour 27,48 $. Des plateformes comme Etsy ont vendu des lettres, photos, figurines et décorations sur Gein, souvent avec certificat d'authenticité. Il transforme son héritage en produit pour ceux voulant en posséder un fragment, l'infamie. L'intérêt pour ces objets ne reflète pas seulement la fascination pour un meurtrier, mais ouvre également un débat éthique profond. La vente de memorabilia est légale dans de nombreux endroits, mais elle a été critiquée par les législateurs et les défenseurs des victimes, qui estiment qu'elle exploite la douleur d'autrui et alimente le voyeurisme autour de tragédies réelles. En 2001, eBay a interdit la vente de ces objets, bien que le marché subsiste sur des plateformes spécialisées et aux enchères privées. Le phénomène de la commercialisation des objets d'Ed Gein reflète également un aspect plus troublant de son héritage culturel, la fascination pour la perversion du quotidien. Il ne s'agissait pas seulement de raviver l'horreur de ces crimes, mais d'en faire un objet de culte, de consommation. Pour conclure, il convient de préciser que ces histoires contiennent de nombreux détails difficiles à vérifier, car les contradictions abondent, même dans les rapports officiels. On rapporte, comme mentionné, que la ferme de Gein a été incendiée pour éviter d'en tenter d'autres. On suppose que l'initiative est venue d'une foule en colère. Il a également été dit que les agents de la loi ont encouragé cet acte. Ils voulaient que les preuves disparaissent afin de pouvoir clore cette terrible affaire, mais aussi pour éviter la tâche fastidieuse de mener une enquête plus rigoureuse. On ne sait pas non plus s'il n'y a pas eu d'autres meurtres commis par Ed au-delà de ceux qu'il a avoués. Une rumeur généralisée. Il souligne que les autorités ont préféré ne pas allonger la liste des victimes, sachant qu'il valait mieux étouffer l'affaire au plus vite. Une autre histoire répandue affirme que l'un des cadavres profanés était celui de l'Augusta. Ceux qui défendent cette version assurent qu'Ed dormait avec le corps en décomposition de sa chère mère. On suppose que les enquêteurs ont tout fait pour que cela ne s'ébruite pas, sachant que cela ajouterait une dose supplémentaire de perversité à toute l'affaire. Les pièces macabres qu'Ed Gein a fabriquées avec des restes humains n'ont jamais été conservées comme objets de collection ni exposées dans des musées, bien au contraire. Après son arrestation en 1957, le matériel a été saisi comme preuve lors du procès. Lors de l'enquête, ces objets artisanaux ont été photographiés par la police et emmenés dans des locaux officiels pour être présentés au procès. Une fois le procès terminé, la grande majorité de ces restes humains et objets ont été détruits sur ordre des autorités. En partie par respect pour les victimes profanées et en partie pour éviter qu'ils ne deviennent des objets de curiosité malsaine ou de fétichisme. Ou du moins, c'est ce que l'on croit. Certains affirment qu'ils ont été vendus aux enchères sur le marché noir à bas prix. Selon cette théorie, il y aurait aujourd'hui dans un manoir luxueux une lampe fabriquée par le boucher de Plainfield lui-même. Une hypothèse gagne aussi des adeptes parmi les experts au fil des ans. Selon cette théorie, le premier crime de Gein aurait été directement incité par sa mère. Oui, vous avez bien entendu. Beaucoup pensent qu'Augusta l'a forcé à tuer l'insoumis Henry. Cela ferait de cette femme la coupable non seulement d'avoir traumatisé Ed, mais aussi d'avoir ouvert une terrible boîte de Pandore. Le cas de Gein a révélé la complexité entre maltraitance infantile, isolement et troubles mentaux. Son histoire illustre comment la psyché humaine, sous forte pression ou traumatisme, peut produire des comportements inimaginables. La maison de Gein, ses trophées macabres et les récits de ceux qui l'ont connu ou enquêté sur lui restent des objets d'étude, de fascination et d'avertissement. Un rappel que parfois, le mal n'a pas la forme d'une légende, mais la simplicité glaçante de la réalité et du quotidien.
À Plainfield, la vie a repris, mais la folie d'Ed Gein hante toujours la ville. Aujourd'hui encore, des circuits proposent de visiter les lieux fréquentés par le personnage. Son passage dans le monde résonne encore dans chaque récit, dans chaque film, dans chaque tentative de comprendre comment un homme ordinaire a pu commettre des actes aussi inhumains. La question inévitable est, combien de Ed Gein croisons-nous chaque jour, lorsque nous allons au marché, lorsque nous nous rendons au travail ou lorsque nous nous promenons dans un centre commercial? Combien? Peut-être que la compréhension contient l'enseignement le plus troublant. Connaître le monstre n'implique pas toujours de le vaincre, mais cela nous oblige à regarder de plus près. Tout ce que nous sommes capables d'ignorer pour ne pas perdre notre propre santé mentale.